Bonjour à toutes et à tous. Alors après ceux de l'élection présidentielle du 25 avril 2022, les résultats chiffrés des élections législatives 19 juin 2022 confirment et amplifient la progression de l'abstention. L'abstention, calculée par le ministère de l'Intérieur, mais également et surtout de l'abstention calculée par les vrais démocrates. C'est-à-dire le nombre de citoyens ayant droit au vote et qui ne se sont pas soumis au choix que le système leur proposait. Car en effet, le terme abstention, comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, c'est un terme très précis qui désigne, d'après la définition du dictionnaire, le fait de ne pas faire quelque chose de prévu, ou plus globalement, le fait d'éviter de faire quelque chose. Eh bien, dans le cas qui nous intéresse, faire quelque chose ou faire quelque chose de prévu par le pouvoir d'État, c'est se prononcer par le vote pour choisir les 577 membres de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le groupuscule de citoyens chargés de faire les lois. Cela signifie en termes clairs que tous les citoyens ayant droit au vote et qui refusent volontairement de se prononcer, quel que soit le moyen, la méthode ou le style qu'ils utilisent pour ne pas le faire, tous ces citoyens s'abstiennent. Alors quel est le nombre exact de ces citoyens? Ce nombre, il est facile à calculer par une simple soustraction accessible à n'importe quel élève de CM2, c'est, bien entendu, le nombre de citoyens ayant droit au vote défalqué du nombre de citoyens qui, d'une façon ou d'une autre, ne se sont pas prononcés, c'est-à-dire dans le cadre de l'élection législative du 19 juin 2022, qui n'ont pas déposé dans l'urne votative, le nom d'un candidat ou, dit encore en d'autres termes, qui n'ont voté pour aucun candidat. Mais afin de rendre ce calcul encore plus facile, cette soustraction peut être encore simplifiée en soustrayant du nombre total des citoyens ayant droit au vote le nombre total des citoyens ayant voté pour un candidat. Alors le deuxième chiffre, celui du nombre total de citoyens ayant voté pour un candidat, il est fourni explicitement par le ministère de l'Intérieur. C'est ce qu'il nomme les suffrages exprimés. Et pour les élections législatives dernières, il s'établit très exactement à 20 747 083 citoyens. Le deuxième chiffre, par contre, il est superbement ignoré par le ministère de l'Intérieur qui ne cite que les citoyens inscrits sur les listes électorales, considérant sans doute que les citoyens qui refusent de s'inscrire sur les listes électorales sont des citoyens de deuxième zone et ne valent même pas la peine d'être chiffrés. Or, rien n'étant plus facile en France que de s'inscrire sur une liste électorale, il paraît bien évident que les citoyens qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales le font de façon consciente et le font de façon volontaire. Et il paraît également bien évident que cette non-démarche d'inscription, elle a une signification, on pourrait même dire une équivalence objective d'abstention, à défaut de témoigner d'une motivation profonde, consciente, inconsciente ou subconsciente, que chacun pourra interpréter à sa guise, et en toute liberté d'opinion, si tant est que cette dernière existe encore. Eh bien, ce deuxième chiffre, celui des citoyens français ayant droit au vote, inscrits ou pas sur les listes électorales, ce deuxième chiffre, il est de 54 814 000. Dans ces conditions, la soustraction
54 814 000 moins 20 747 000, je l'arrondis, ça donne environ 34 millions. Nombre réel des abstentionnistes, 34 millions, soit en pourcentage 62%, ce qui place naturellement les abstentionnistes en situation de majorité absolue et écrasante. Alors tout ceci c'est factuel, non contestable et tout à fait objectif. 62%. Mais ce qui reste subjectif, toutefois, il est vrai, c'est la traduction politique de cette abstention massive. Ou bien, formulé autrement, plusieurs questions se posent. Premièrement, y a-t-il un message politique envoyé par ces abstentionnistes? Deuxièmement, si oui, quel est ce message? Troisièmement, ce message est-il polymorphe? Quatrièmement, si ce message revêt plusieurs formes, existe-t-il une forme commune, une sorte de plus petit commun dénominateur à toutes ces formes d'abstention? Cinquièmement, ce message commun, petit dénominateur, plus petit dénominateur. Ce message commun, s'il existe, représente-t-il un danger pour le système oligocratique en place? Alors, je rappelle que le terme oligocratique que j'emploie n'est pas un terme péjoratif, mais un terme qui désigne étymologiquement l'exercice du pouvoir effectif par un groupe restreint, ce qui est très exactement la caractéristique du système politique représentatif actuel. Alors, un premier élément de réponse à toutes ces questions nous est donné précisément par la façon dont le système en place comptabilise le résultat des élections, en faisant en sorte, tout le monde le voit bien, de minimiser à chaque fois le nombre de ce qu'il appelle abstention, le réduisant par exemple à 26 millions, abstentionnistes labellisés ministère de l'Intérieur, au lieu des 34 millions, abstentionnistes réels et citoyens. Cette présentation fallacieuse, à défaut de preuves formelles, constitue néanmoins un indice sérieux, pouvant conduire à l'intime conviction que les abstentionnistes sont considérés par le système comme des résistants, et qu'il convient d'occulter, pour le système, leur nombre par tous les moyens de communication possibles. Un deuxième indice important, c'est le positionnement bruyant et ostentatoire, par exemple, de l'un des apparatchiks les plus emblématiques du système oligocratique, M. Jean-Luc Mélenchon, qui tenait encore quelques jours avant le deuxième tour des législatives à l'encontre des citoyens abstentionnistes en leur disant « Votez n'importe quoi, mais allez voter. Votez n'importe quoi, mais allez voter. » M. Mélenchon, celui-là même, d'ailleurs, qui a inscrit dans son programme le vote obligatoire. Obligatoire pour tous et par la force des baïonnettes. Afin, bien entendu, que le citoyen résistant au système n'ait plus aucun moyen de signifier son rejet des procédures oligocratiques. Parce que, rappelons-le encore une fois, et nous devons le rappeler autant de fois qu'il le faut, rappelons que le vote blanc n'est que la manifestation d'un refus de choisir entre des candidats dont aucun ne vous convient. Mais il ne signifie aucunement que vous rejetez le système dans son ensemble. Seul le non-déplacement au bureau de vote, ou encore mieux, la non-inscription sur les listes électorales, seule cette démarche peut témoigner, l'une de ces deux démarches, peut témoigner d'un rejet du système dans son ensemble, et notamment d'un rejet des procédures de votation que ce système propose. Eh bien, la manœuvre
d'oligocrates tels M. Mélenchon est claire. Il s'agit de priver le citoyen résistant, de priver le citoyen réellement insoumis, le priver de tout moyen de signifier son rejet au système et son aspiration à une autre forme d'organisation politique. Mais qu'il s'agisse de la gauche, de la droite, du centre, ou même en incluant tous les extrêmes divers et variés, nous constatons que tous les programmes des politiciens professionnels sont identiques. Ils se rejoignent, ils s'accordent sur un point essentiel. Un point qui engage tout notre avenir de notre mode de vie, tout notre avenir, notre mode de vie, c'est celui de la durabilité dans le temps de ce fameux mode de vie actuel. C'est ainsi que tous ces programmes politiques affichent une foi indéfectible en cette durabilité de notre mode de vie actuel, mode de vie lui-même basé sur la croissance. Croissance qui ne peut qu'être durable, selon tous ces politiciens professionnels, durable, c'est-à-dire éternelle, par une affirmation péremptoire et sans ambiguïté. Or, la réalité soigneusement cachée par tous ces politiciens professionnels, c'est que la croissance, qu'elle soit verte, jaune, bleue, blanc, rouge, la croissance n'est pas durable. Elle est même, d'ailleurs, déjà en train de s'arrêter, et la décroissance du système économique, elle, est déjà en marche. La décroissance, c'est-à-dire la diminution des biens et des services produits par la société industrielle. Cette décroissance est inéluctable quoi qu'on fasse et qu'on le veuille ou non. Ce déclin de notre mode de vie, il est tout simplement lié à la simple application des lois implacables de la physique, dont le système croissanciste, capitaliste et oligocratique a cru pouvoir s'affranchir depuis environ 170 ans à peine, c'est-à-dire depuis le début de ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Cette décroissance va être simultanée à la diminution de la disponibilité, c'est-à-dire à la raréfaction des ressources naturelles finies, ressources naturelles énergétiques et minérales. Ressources qui constituent le fondement et le carburant de notre système économique. Ainsi, faute de carburant, le moteur de la croissance va s'arrêter progressivement. Mais cette réalité, cette vérité, aucun parti politique ne vous l'a dit, ne nous l'a dit. Et c'est sans doute en grande partie pour cette raison que de plus en plus de citoyens se détournent des gesticulations politiciennes et s'abstiennent de jouer le jeu des élections oligocratiques. Bien sûr, cette raison n'est pas toujours consciemment exprimée. Mais il est probable que beaucoup de citoyens ressentent confusément cette évolution inévitable et se détournent de plus en plus des politiciens professionnels qui refusent de lancer l'alerte sur la décroissance inéluctable du système économique actuel. Ce comportement citoyen, abstentionniste, le boycottage des élections, ce comportement qui rejette les procédures électorales d'un système déjà condamné doit encore s'amplifier. Cette abstention massive doit témoigner d'une défiance définitive envers la classe politique, toutes tendances confondues, et signifier que les hommes du pouvoir et leurs opposants alternatifs ont désormais perdu toute légitimité aux yeux du peuple souverain, c'est-à-dire aux yeux du peuple majoritaire. Mais perdre la légitimité, il est vrai, ça n'est pas perdre la légalité. Et ces politiciens, professionnels, salariés du système oligocratique, bien que devenus illégitimes
du point de vue du peuple souverain, resteront, c'est vrai, toutefois, bien en place, et légalement rémunérés dans leurs fonctions respectives. Alors que faire? À quoi s'abstenir peut-il bien servir au bout du compte? La réponse à ces deux questions passe par un préambule important. Nous devons changer l'image de l'abstention, qui, d'une attitude trop communément jugée comme une attitude négative, doit apparaître désormais comme une attitude positive. Une attitude témoignant d'une véritable stratégie politique porteuse d'un projet constructif et d'une vision d'avenir. C'est la première tâche qui incombe à tous les abstentionnistes qui aspirent réellement à un autre mode de gestion sociétale, c'est-à-dire à tous les abstentionnistes en général, même si cette aspiration n'est pas toujours clairement ou consciemment formulée. Alors, donc, à quoi sert l'abstention massive? Eh bien, l'abstention massive, c'est le moyen le plus radical, c'est le moyen le plus efficace et le plus clair de signifier aux professionnels de la politique, c'est-à-dire aux patrons des diverses PME partidaires, de leur signifier que les citoyens n'ont plus confiance en eux, de leur signifier que les citoyens ne veulent plus de cette façon d'organiser la politique, et de leur signifier qu'au-delà de leur légalité factuelle, les représentants élus ne sont plus légitimes aux yeux du peuple. L'abstention massive, c'est le moyen le plus radical, c'est le moyen le plus efficace et le plus clair de signifier que le peuple n'est plus d'accord pour déléguer son pouvoir souverain de cette façon et que le peuple aspire à autre chose. Mais à quoi le peuple abstentionniste aspire-t-il? Cette nouvelle question, bien sûr, elle aussi n'est pas encore résolue. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est mise sur la table. Alors comment peut-elle être traitée? Débattue? Comment peut-elle aboutir à un projet sociétal, aboutir vers un projet sociétal nouveau, donnant aux citoyens la maîtrise d'une société qui demain sera confrontée à des contraintes matérielles de plus en plus grandes, au fur et à mesure que le temps va s'écrouler? Cette question, ce problème, ne pourra certainement pas, de toute façon, être traité par le système politique qu'il a créé. Car, comme le rappelait très justement Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. C'est donc un nouveau mode de pensée qui doit s'élaborer au sein d'espaces dédiés à la réflexion citoyenne. Espaces qui doivent être disséminés et multipliés dans toutes les parties et dans tous les recoins du territoire national. Il appartient à tous ceux qui rejettent les procédures du système actuel de s'assembler spontanément, en dehors de toute tutelle oligocratique, de créer des assemblées citoyennes locales ouvertes à tous et vouées à devenir le creuset de la politique de demain. C'est là que doit résider le projet des abstentionnistes. Se regrouper dans des assemblées citoyennes locales, partout en France, afin de suivre, à l'aide de moyens à déterminer et en toute souveraineté, afin de suivre les agissements de la représentation. Nous en reparlerons.